Au commencement était le bord de la Planaise, cette langue de lave issue du plomb du Cantal, promontoire naturel. Il y eut ensuite le premier prieuré en haut du mont Indiciaque, venu du fond de l'an 1000 de notre ère. Puis il y eut la création du diocèse et enfin cette cathédrale. C'est l'histoire de cette cathédrale que nous allons vous conter. L'évangélisation de la région par saint Flour, aux environs du 5e siècle, entraîne l'installation d'un prieuré. Odilon de Mercœur, abbé de Cluny, y ordonne la construction d'une église romane qui sera consacrée par le pape Urbain II en 1095. En 1317, la division du diocèse de Clermont-Ferrand élève Saint-Flour au rang de diocèse et l'église à celui de cathédrale. Mais le 3 août 1396, l'église romane devenue cathédrale perd sa partie nord qui s'effondre sur la place d'Armes. Cet édifice, vraisemblablement, est construit sur une ancienne abbaye. On a des parties d'édifices romans qui se trouvent de l'autre côté de la cathédrale, côté sud, et qui correspondent probablement aux ailes des bâtiments du cloître. Les étapes de construction de la cathédrale vont dépendre fortement des différents évêques se succédant. Malgré les 7 épidémies et la guerre de 100 ans qui n'épargne pas la région, le chantier progresse. De 1413 à 1426, sous l'épiscopat de Bertrand de Cadoën, le chevet sera terminé, ainsi que les 2 premières travées des nefs latérales, comme nous l'indiquent ces armoiries en clé de voûte. 68 ans qu'Hugues de Magnac a confié la construction de la nouvelle cathédrale à Hugues Joly, lorsqu'elle est consacrée le 7 décembre 1466. Toutefois, elle n'est pas terminée. Il faudra attendre 1543 et l'épiscopat de Charles et Louis de Joyeuse pour que la cathédrale prenne sa physionomie complète avec ses 4 tours et ses 3 nefs. Le Christ noir de la cathédrale de Saint-Flour est une pièce assez mystérieuse. Il a été peint en noir. Cette peinture, à quel moment elle a été ajoutée sur la polychromie d'origine et pour quelle raison, on l'ignore. Mais c'est un cas exceptionnel. La Révolution va cruellement toucher la cathédrale. Suite au décret révolutionnaire du 7 pluviose de l'an 2, 24 janvier 1794, le clocher est démoli, la cloche brisée. Les scènes de pillage se multiplient et le 18 Floréal, un nouveau décret transforme la cathédrale en temple de l'être suprême. Saint-Flour devient Fort Cantal, Fort Libre ou encore Montflour. Nous n'avons ni maîtrise, ni sonnerie, ni orgue, nous dit le vicaire général Belay. Il n'existe nulle part une cathédrale si pauvre, si triste et dont l'intérieur soit si dégradé. Les 2 tours de façade qui ont été réduites à la Révolution font aussi la spécificité de cette cathédrale. Nous sommes dans la dernière salle de la tour sud-ouest, donc une salle, ancienne salle d'appartement, de logement. Cette salle est émouvante parce qu'en fait, vous allez voir, vous avez un ensemble de gravures, de dessins, de tracés préparatoires ou de graffitis faits sur ce qui subsiste des décors. Et vous voyez, par exemple, ici, vous avez les restes en fait, d'une forteresse. Vous voyez une tour, un élément de défense, un personnage ici casqué avec une barbichette. Et cet élément-là, donc c'est une scène d'une forteresse ou d'un château. On n'arrive pas trop à identifier la configuration, en tout cas à identifier ce que c'est. Mais par contre, on a une date. Alors, c'est 1545. Donc c'est rare d'avoir un élément daté, figuratif comme ça, enfin d'une scène probablement de siège. On peut voir aussi dans cette tour une superbe cheminée dont le manteau est recouvert d'une scène de tournoi médiéval. Le chevalier de gauche porte les armes du roi sur son écu. La tour nord, elle, abritera le logement d'employés de la cathédrale, dont certains ont même laissé leur nom dans la pierre. Au-dessus de ces logements, le clocher, avec différentes cloches fondues en 1771 et 1837, et le bourdon de 3 tonnes, fondu en 1881. Un plan de restauration globale va être confié à l'architecte Mallet, qui va devoir assurer la réfection de la totalité de la toiture. D'autre part, il va créer une sacristie, il va faire réaliser de nouvelles boiseries. De 1830 à 1866, la cathédrale va encore subir de grandes transformations. Les tours sont finies en 1831. Sur ce document, daté de 1794, on peut voir la pente du toit de tuiles qui va être remplacée pour suivre la mode et apporter plus de lumière en un toit plus pentu et recouvert d'ardoises. À cette occasion, le fronton entre les 2 tours sera modifié à nouveau, comme le montrent ces vues de face de l'édifice,
portant différentes propositions. Encore une fois, dans une volonté d'éclaircir l'intérieur de la cathédrale, les chapelles latérales vont perdre leur cloisonnement, transformant l'édifice en une cathédrale à 5 nefs. Après, le 19e va remettre des vitraux sur l'ensemble des baies, notamment pour les vitraux de la chapelle d'Axe, effectivement des vitraux qui ont été faits à partir des cartons de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, dont les cartons sont conservés au musée de Sèvres, va dessiner les 3 vitraux de la chapelle centrale du chevet. Il y raconte l'histoire de Saint-Flour et y représente la cathédrale et ses 4 tours de façon assez imaginaire. Les 2 tours latérales sud et nord vont être détruites en 1861 et 1866, car très endommagées. Il reste toutefois un vestige de la pièce du premier étage de la tour sud qui domine l'entrée latérale sud de la cathédrale. Désormais, la cathédrale est remeublée, rendue plus lumineuse et plus en accord avec son temps. Les grands chantiers sur la cathédrale à partir du XXe siècle vont se faire sous maîtrise d'œuvre État. Donc c'est des chantiers qui ont été faits par différents architectes en chef, et celui qui va vraiment marquer la cathédrale de Saint-Flour, c'est Duval à partir des années 50. Car Duval va en fait proposer de remplacer les toitures abaissées de Mallet le siècle précédent par des dalles en béton dilatables. Et c'est ces dalles actuelles qui du coup permettent une pente très basse qui donne complètement la physionomie actuelle de la cathédrale de Saint-Flour. Dernier rapport en date et premier du XXIe siècle, le mobilier de Gucci est venu meubler la cathédrale. Il y a une continuité qui se poursuit aujourd'hui dans la dimension de la création. Et une cathédrale qui n'évoluerait pas, il se figerait dans le temps, mais ça serait une pièce de musée. Elle n'est pas un musée, elle est un lieu de célébration, un lieu du vécu spirituel, humain, un lieu du partage, mais aussi de la dimension d'éternité qui nous lie à l'histoire de la vie de toute personne.